Allez, on plonge directement là-dedans. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai décryptage sur un phénomène hyper surprenant, souvent passé sous silence et pourtant absolument critique. On va parler du burn-out des professionnels des ressources humaines, tout particulièrement dans la fonction publique territoriale. C'est un paradoxe total en fait. On pense très souvent, et à juste titre d'ailleurs, à l'épuisement des agents sur le terrain. On connaît les difficultés des services opérationnels. Mais on s'attarde beaucoup, beaucoup moins sur l'effondrement de ceux qui sont justement censés orchestrer, écouter et protéger ces mêmes agents au quotidien. Du coup, une question s'impose presque d'elle-même. Comment un professionnel des RH peut-il lui aussi faire un burn-out? L'ironie de la situation est quand même hyper frappante. On parle ici des experts absolus de l'humain. Ce sont des gens qui connaissent sur le bout des doigts la théorie et les mécanismes des risques psychosociaux. C'est eux qui rédigent les protocoles de prévention, c'est eux qui accompagnent les agents en difficulté. Et pourtant, ces mêmes professionnels finissent par en être les victimes. Ça met vraiment en lumière une réalité bien plus complexe et insidieuse qu'on ne l'imagine. Première partie, le paradoxe RH, ou comment comprendre cet épuisement. Voyons un peu ce que vivent réellement ces professionnels sur le terrain, avant même de creuser les causes. Alors, il faut absolument différencier le burn-out d'une simple fatigue passagère ou d'un petit coup de mou après un gros dossier. Ça n'a rien à voir. Le burn-out, c'est un épuisement professionnel profond, progressif et durable. En gros, ça se caractérise par 3 choses. D'abord, un épuisement émotionnel intense, où la batterie est littéralement à plat. Ensuite, un détachement psychologique, une sorte de distance super froide qui s'installe vis-à-vis du travail. Et enfin, une perte dramatique du sentiment d'efficacité. C'est un processus hyper sournois qui s'installe au fil des années, très très loin de la petite baisse de régime. Deuxième partie, le mythe de l'invincibilité, ou la représentation dangereuse. Penchons-nous un instant sur ce qu'on imagine tous, collectivement, du rôle d'un DRH. Ce qui est vraiment intéressant dans cette situation, c'est le contraste monumental entre l'attente et la réalité. Dans l'inconscient collectif, le DRH, c'est un pilier inébranlable, pas vrai? Il doit tenir la barre dans la tempête, rassurer, arbitrer et surtout ne jamais, au grand jamais, flancher. Sauf que la réalité, c'est plutôt un individu profondément isolé. Quelqu'un qui absorbe des tensions extrêmes au quotidien, souvent sans aucun espace sécurisé pour exprimer ses propres doutes ou ses propres fragilités. Et le pire, c'est que ça n'épargne pas les plus compétents. Au contraire, plusieurs facteurs rendent ces professionnels ultra vulnérables. On pense au surinvestissement, à une culture de la responsabilité portée à son paroxysme, et à cette fameuse logique d'endurance permanente. En clair, on refuse de s'arrêter parce qu'il faut tenir coûte que coûte pour les services publics. Donc paradoxalement, les agents les plus consciencieux et les plus investis sont littéralement les plus en danger, tout simplement parce qu'ils ne mettent aucune limite à leur engagement. Troisième partie, au carrefour des pressions. L'intersection des intérêts contradictoires. Là, on plonge directement dans la dure réalité quotidienne de ces directeurs territoriaux. Concrètement, ça donne quoi? Ça donne une avalanche de demandes qui s'enchaînent à un rythme de folie. Il faut assurer la sécurité juridique, accompagner les managers en galère, répondre aux attentes des agents, jongler avec les orientations politiques qui changent, maintenir un dialogue social sous haute tension, tout ça en même temps. C'est une pression de tous les instants. Le sentiment d'être complètement broyé entre des intérêts qui s'opposent est tout simplement omniprésent. Face à tout ça, le DRH devient le véritable amortisseur de l'organisation. C'est exactement le mot. Il prend sur lui, de façon totalement invisible, la charge mentale et le travail émotionnel de toute l'institution. Il encaisse les chocs pour que le système continue de tourner, il compense les dysfonctionnements, souvent avec très peu de moyens, mais soyons clairs, c'est une posture de sacrifice qui, à long terme, consume complètement le professionnel de l'intérieur. Quatrième partie, les signaux ignorés. Quand la souffrance devient la norme. Comment des experts de la prévention peuvent-ils passer à côté de leurs propres signaux d'alerte? Eh bien, les signaux sont pourtant des grands classiques, fatigue chronique qui ne passe pas même en vacances, irritabilité complètement inhabituelle, hyperactivité où on ne décroche littéralement plus du boulot, insomnie à répétition et ce fameux cynisme défensif. Ces signaux physiques et psychologiques, ils crient danger, bien avant, des mois avant l'effondrement final. Mais visiblement, la connaissance théorique du danger ne sert pas de bouclier. Et ça illustre brillamment le cœur du drame, la normalisation. On finit par se dire que ces symptômes font juste partie du job. C'est le piège absolu. On banalise sa propre détresse, on se convainc qu'être épuisé, ne plus dormir et vivre sous tension, c'est juste le prix normal à payer quand on a ce niveau de responsabilité. C'est exactement cette banalisation qui mène tout droit dans le mur. Cinquième partie, une sonnette d'alarme organisationnelle. On passe de l'individu au système, et c'est là qu'on change complètement de paradigme.
Et là, on s'arrête un instant et on se pose la vraie question. Qu'est-ce que cette situation révèle du fonctionnement de l'organisation? C'est le point de bascule. Si un DRH s'effondre, on ne doit surtout pas se dire qu'il a été faible. Le blâme ne repose plus sur l'individu. Ce burn-out, c'est le symptôme criant d'un système entier qui dysfonctionne. C'est la preuve d'un déséquilibre total entre des attentes démesurées et les ressources pour y faire face. Donc à partir de là, on oublie le simple petit coaching individuel pour apprendre à gérer son stress. Les employeurs ont une vraie obligation légale de protéger la santé mentale de leurs agents. Ça veut dire qu'il faut clarifier les priorités, arrêter de donner des injonctions contradictoires, renforcer les équipes quand ça craque et surtout reconnaître la fonction RH comme une fonction véritablement stratégique. Bonne nouvelle quand même, on peut revenir d'un burn-out. Mais pour ça, il faut abandonner ce vieux modèle insoutenable du sacrifice silencieux. C'est fini ça. À la place, ce retour doit être un vrai levier de transformation. C'est l'occasion de redéfinir profondément ses priorités professionnelles, de dire stop au dogme de la disponibilité permanente et d'accepter enfin les limites humaines de l'institution. Donc, le point crucial, c'est que l'avenir même de la fonction RH dépend de la préservation des humains qui font tourner la machine. Protéger les DRH, ce n'est pas juste faire du social, c'est une nécessité stratégique absolue pour garantir la continuité du service public local. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, un peu provocatrice mais tellement nécessaire, si les protecteurs s'effondrent, qui protégera le service public de demain? C'est une vraie alerte. Ça doit vraiment nous pousser à repenser notre façon de prendre soin de ceux qui font vivre nos institutions au quotidien. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec attention et gardons bien cette question en tête.